Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici, émission du 13 novembre 2012. Alors, cette semaine, à votre émission, il y aura la revue de presse avec M. Marc Hébert. On revient sur le développement durable et on parle du mois de novembre comme étant un mois de souvenirs. Et tout de suite après, j'ai réalisé une entrevue en ce qui concerne la vaccination contre la grippe saisonnière et on termine l'émission avec la capsule divertissement avec Mme Jocelyne Couvier. Alors, on débute l'émission tout de suite avec la revue de presse. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la revue de presse avec M. Marc Hébert. Et cette semaine, à la revue de presse, nous allons discuter un peu du sujet de la semaine dernière en ce qui concerne le développement durable. Ensuite, on va parler du mois de novembre comme étant un mois qui est consacré beaucoup aux souvenirs. On va détailler le tout à l'heure. Et on va terminer un peu en parlant du fameux marché de Noël qui va avoir lieu bientôt à Val d'Espoir. Alors, bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, très bien, merci. Et toi? Extrêmement bien. Alors, comme je le disais un peu en introduction, nous allons un peu faire le point sur le développement durable. Je crois que tu as noté dans l'actualité qu'il y avait quelques opinions qui avaient été émises sur le sujet. Oui, c'est effectivement pour ceux qui ont écouté, le reflet d'ici de la semaine passée, on a parlé un peu justement de développement durable. Et il y a eu effectivement un échange d'opinions où dans le Transgaspésien, je crois, du mercredi 30 octobre, il y avait eu la mairesse de Grande-Vallée, Nathalie Côté, qui avait un peu exprimé, qui a fait un genre de pleine page pour exprimer un peu, donner son avis un peu sur les gens qui étaient contre l'alumine. Je ne sais pas si on a entendu parler un petit peu de cette forme d'exploration en ce moment qui a cours à Grande-Vallée. Et donc, il y avait une sorte de critique un peu envers les environnementalistes du Sud, entre guillemets, hein, je le cite. Et justement, il y a eu une réponse un peu à ça. Et justement, c'était parce qu'on avait parlé justement un peu de ces échanges qu'il y avait beaucoup en ce moment dans les médias, un petit peu, que ce soit local, mais ça représente beaucoup ce qui se passe au niveau national, où l'économie tient beaucoup aussi, alors heureusement aussi grâce à ces industries. Et comme disait un peu notre ami Gérald Delarose, malheureusement aussi, le fait que ça tienne uniquement sur ça, ça peut être dangereux. Dangereux parce que ce n'était pas basé sur quelque chose de durable. Et là où c'était intéressant, c'est que cette réponse, cette opinion qui était par Albert Picard de New Richmond, soulevait un petit peu ce troisième point qu'on parlait la semaine passée, où ça serait intéressant que maintenant les municipalités se tournent vers cette troisième voie, un peu, qui n'est pas celle où on refuse, qui n'est pas celle où on l'accepte totalement, au niveau de ce que l'économie repose là-dessus, mais qu'on aille chercher vraiment nos idées un peu dans une autre direction, où on mettait réellement la définition de durable à l'intérieur. Et donc c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on sent que les avis sont très partagés. On coupe la poire en deux, on dit « moi je le veux », d'autres disent « oui, mais pas chez moi », d'autres disent « moi j'en veux pas », mais on a du mal encore à vouloir s'en aller vers une direction vraiment très différente, qui viendrait justement à être plus créative et à aller chercher des idées qui viendraient apporter donner son sens à l'économie et au développement durable. Mais comment on pourrait être contre le développement durable? À quelque part, c'est vraiment investir sur l'avenir et investir surtout sur une économie qui risque d'être constante, non? Oui, comme disait un peu dans l'article de Gérald Delarose, malheureusement, l'économie est basée toujours à très court terme. Oui. Donc en fait, prenez les élections par exemple, que ce soit présidentielles, nos maires, c'est toujours du court terme. Le durable, quand on l'envisage, souvent c'est pour une génération. Donc là, imaginez les décisions, comment on doit projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on projette les quelques années à venir. Si on est conscient qu'une entreprise va pouvoir nous apporter 1 ou 2 millions dans les 2 prochaines années, rapidement, c'est positif quand on y pense en tant que tel. Mais ce n'est pas basé sur la durabilité, parce qu'une fois que cette entreprise a fait son exploitation, elle se retire, et il se passe des exemples comme on en connaît, on peut en citer plein dans des villages en Gaspésie, entre autres. Mais ça donne ce revirement lorsque, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois que ça se termine, on retourne à la pêche, un peu, à court terme toujours, et c'est énormément d'énergie, et énormément aussi quelque part, c'est de l'économie aussi beaucoup, c'est gaspillé. Donc ça donne c'est juste pour apporter une réflexion qui est un peu différente, et ce point qui a été apporté dans le Transgaspésien du mercredi 7 novembre était intéressante et donnait une réponse un peu à l'échange dont on avait soulevé la semaine passée.
Puis je crois qu'il est facile pour les gens à la maison de deviner qu'on a un faible pour le développement durable tous les deux. Je crois que c'est là-dessus qu'on devrait bâtir notre avenir et puis même le favoriser. Et si c'est un message qui peut passer chez nos élus, eh bien, ça sera toujours bien ça de fait. Hein? Effectivement. Et je pense que ça doit être beaucoup une question de génération. Ouais. On est vraiment dans un virage où on va parler un peu tout à l'heure du mois de novembre avec les souvenirs. Ouais. Nous, on ne faisait pas partie d'une certaine génération qui a participé à la guerre, tout ça, mais on fait partie d'une génération où on ne veut peut-être pas répéter les erreurs faites dans le passé. Donc, puis, veut pas, quand on a des enfants, on cherche à penser à eux un peu, puis à avoir un héritage un peu plus constructif. Mais peut-être un bel exemple de développement durable que je vois là, au niveau de la MRC du Rocher-Percé en ce moment, c'est la mise en place du programme de récupération qui est déjà en place depuis 15 ans. Ben là, on est rendu vraiment jusqu'au compostage. Donc, je pense qu'à quelque part, du moins au niveau du traitement de nos... on va appeler ça des ressources, on ne peut plus appeler ça des déchets, bien on vient de vraiment s'enligner sur un développement qui peut être durable. Oui. Puis c'est bien d'aller puiser des exemples vraiment à droite et à gauche, parce que la semaine dernière, je citais ce qu'on appelait les villages durables qui commençaient à naître du côté outre-Atlantique, qu'on n'a pas encore d'exemple ici vraiment, à part les éco-hameaux, les éco-villages, mais vraiment une structure de village en tant que telle. Il existe des exemples où on peut aller justement puiser. La ville de Percé s'est faite conseiller aussi, donc est allée chercher ce qui se faisait aussi à l'extérieur. Mais quand on va pousser encore plus loin la recherche, on se rend compte qu'il y a des villages qui sont vraiment allés très 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 loin, et donc ça vaut la peine de se tourner et puis d'encourager nos conseillers municipaux, les municipalités en tant que telles, à aller vraiment encore plus loin que ce qu'on fait déjà encore aujourd'hui. Alors, soyons solidaires du développement durable. Voilà. Donc, ça va terminer pour ce sujet-là. Maintenant, tu en as glissé un mot tout à l'heure. On le sait, le mois de novembre, c'est un mois où on doit se souvenir et surtout, on doit avoir beaucoup de respect pour ce qui peut s'avoir passé dans le passé. Et justement, qu'est-ce qu'on souligne au mois de novembre en tant que tel? Pourquoi qu'on dit le mois du souvenir? Pourquoi qu'on fête justement... effectivement, il y a eu des événements malheureux quand même en tant que tel. On commémore parce qu'il y a des gens il y a eu énormément de morts durant la Première Guerre mondiale, entre autres le 11 novembre où on célèbre l'armistice, qui a été signé en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est sûr que durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a interdit les manifestations pour commémorer cet événement-là. Et en 1944, on a remis un décret comme quoi on autorisait les manifestations pour se souvenir. Et à partir de là, on a toujours gardé avec les anciens combattants et puis ce fameux jour du souvenir en commémoration de cette première guerre. Et on parlait tout à l'heure de se souvenir. Mais pourquoi on essaie de se souvenir? Alors, on écarte vraiment la partie où nos grands-parents ou arrière-grands-parents sont allés se battre réellement, pour certains, sur le champ de bataille. Beaucoup ont perdu la vie ou ont été mutilés. Mais l'aspect vraiment... Je me souviens pour transmettre à la génération suivante, comme on disait tout à l'heure, pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Et il y a la fameuse phrase qui dit souvent, ce sont souvent les vainqueurs qui réécrivent l'histoire, un petit peu, je ne sais pas si tu connais un peu cet adage, et où on vient essayer qu'est-ce que je vais transmettre moi à mes enfants pour que justement on essaie d'apporter un monde meilleur. Donc quand on regarde un petit peu notre histoire ou l'historique de ce qui s'est passé, on va dire à partir de cet armistice-là, le fameux 11 novembre, il y a eu des tas d'événements où l'homme a tout le temps n'a fait que répéter ses erreurs, où on a engendré d'autres et de nouvelles guerres, entre autres la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a en fait un écrivain français qui s'appelle Paul-Éric Blanru, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps dans les médias, parce qu'il s'est mis dans le fond à aller rencontrer des historiens, puis à les donner la parole déjà aux anciens combattants. C'est sûr que plus on avance dans le temps, moins il en reste, mais pour aller donner un écho à la réalité que vivaient les gens à ce moment-là. Et donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que moi, ça m'a marqué beaucoup on parlait de ça tout à l'heure, quand je parlais avec mes grands-parents qui me racontaient la guerre, je me disais, mon Dieu, ils me racontent des choses que je n'apprenais pas forcément dans les livres d'histoire et qui étaient vraiment frappantes, marquantes. Et je me suis dit, il y a tout un aspect de choses que, oui, j'aimerais ça pouvoir retransmettre le plus objectivement possible tous ces phénomènes d'histoire qui sont très, très marquants. Donc, moi, ça serait intéressant, et comme le citait dans l'article de Paul-Éric Blanru, où il disait,
ça vaut la peine de se souvenir, mais pour pouvoir transmettre quelque chose, on va essayer de ne pas répéter nos erreurs. Et puis justement, pendant que j'aimerais vous montrer un extrait d'un documentaire justement fait par cet écrivain-là, qui s'appelle Un homme, où il rencontre un homme qui vient raconter son histoire et qui, dans le fond, je vous laisse là-dessus, puis on se reparle juste après. Parfait. J'étais férocement anti-allemand. Il est très très facile aujourd'hui pour discréditer quelqu'un qui s'aventure sur ces terrains-là de dire c'est un antisémite. La rage de mentir et de croire s'attrape comme la gale. En fait, il m'avait fracassé la mandibule. À chaque fois que j'ai porté plainte, on m'a répondu que c'était très mal ce qu'on me faisait, mais que c'était fait de bonne foi. C'est que lorsque je suis allé à Téhéran en décembre 2006, Jacques Chirac a tout de suite réagi et j'ai eu droit à 4 perquisitions. Je ne peux pas le révéler, je ne vais pas donner de nom. Mais dans le monde politique français, il y a tout de même des révisionnistes et il y en a même situés vraiment très haut. Il faut revoir plan par plan ce qu'on vous a fait ingurgiter. Dès le début du 19e siècle, constamment vous aviez des encarts publicitaires disant en ce moment même, 6 millions de nos frères sont en train de mourir. Il y a un exemple, le New York Times, du 11 juin 1900. Le plus grand massacre de tous les temps, an incredible meeting of minds. Si c'est incroyable, pourquoi m'obligez-vous à croire? Et ces gens pourraient, s'ils portaient plainte contre mes propos, m'envoyer en prison pour 1 mois à 1 an. La petite porte est de bois et elle est en partie vitrée. Imaginez si vous aviez mis des gens là-dedans, un coup de coude, hein? Eh bien, toute cette histoire officielle des camps est pourrie par trop de mensonges. On ne peut pas revenir et c'est bon pour les poubelles de l'histoire. Alors l'homme que vous avez vu à l'écran n'est autre que Robert Forisson, qui a fait encore plus parler de lui que Paul-Éric Brelanru. Pour certains qui suivent un petit peu l'actualité, surtout marquée sur les événements de la guerre, les anciens combattants, tout ça, on entend beaucoup parler de ces sujets-là, où les historiens racontent, des fois, de toute façon une guerre c'est jamais drôle, hein. Non, pas donc du tout. on vient commémorer ça, mais essayer de rapporter le plus objectivement possible les phénomènes de l'histoire, ça devient intéressant pour que justement on puisse ne pas effacer des mémoires collectives. C'est le but un petit peu de tous ces historiens-là. De ne pas oublier Voilà. comment c'était affreux, puis de ne pas repasser, de ne pas répéter ces erreurs-là qui ont Effectivement. coûté cher à notre société. Oui, il y a eu des gains quand même au niveau de la liberté des gens à travers le monde. On le sait, la Deuxième Guerre mondiale, une chance que ça n'a pas viré du côté que M. Hitler voulait que ça vire. Ouais, et puis, Mais ça a été vraiment là. rien que la Première Guerre, c'était 18 millions de morts au total. Ah oui. C'est énorme les chiffres, ça chiffre énormément. Et donc c'est ça. Et je veux revenir à un événement qui s'est passé, mais alors là bien plus tôt, qu'on commémore encore aujourd'hui, mais pas forcément de façon aussi forte que l'armistice, bien sûr. C'est que le 5 novembre, pour ceux qui sont familiers un peu avec les phénomènes d'Anonymous qui se passent en ce moment sur Internet, ou ce fameux masque-là, un peu théâtral, qui représente le visage de Guy Fawkes, qui a été un peu l'emblématique du premier complot qui a été fait contre le premier roi, Jacques Ier, à l'époque, en 1605, qui a raté. En fait, il voulait faire sauter le Parlement avec des barils de poudre, et puis il s'est fait arrêter, puis torturé et pendu. Donc, et puis les frères Wachowski qui ont fait La Matrice ont fait un film qui s'appelle V pour Vendetta. Pour les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus sur ce phénomène-là, et ben, là où je veux lier le tout, c'est qu'on justement le groupe Anonymous, par exemple, qui est un peu de notre génération, qui est né de gens qui veulent mettre de l'avant un peu plus une certaine réalité des choses pour s'en aller vers un monde meilleur, c'est-à-dire sortir un peu de la corruption, sortir un peu des mensonges
de tout ce que l'on raconte aussi pour pouvoir s'en aller vers l'avant avec quelque chose de plus positif, eh ben, ont pris cette emblématique-là d'une conspiration qui a démarré il y a très très longtemps et qui a servi d'emblème aux gens qui veulent se battre pour une cause. Et donc, il célèbre encore aujourd'hui, peut-être pendant que je vous parle, on va voir des images où à Québec, le 5 novembre, des gens ont tous porté le masque et ont défilé dans la rue. À Londres, il y a eu plusieurs milliers même de gens qui ont fait le même événement. Et en fait, cette commémoration a eu une renaissance suite au film, justement, qu'on peut trouver. D'ailleurs, on peut regarder un petit extrait pour que les gens se donnent un peu une idée de ce que je parle, du masque et puis du film dont je regarde. On regarde ça tout de suite. Parfait. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Evie Hammond? Vous êtes officiellement accusé de trahison, de terrorisme et de sédition. La peine encourue est la mort devant un peloton d'exécution. Il vous reste une seule chance de sauver votre vie. Révélez-nous l'identité ou la cachette du surnommé V. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Êtes-vous prête à coopérer? Non. La vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays. Wow! Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolée. Non, pas encore. Mais ça viendra. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta. Si notre gouvernement était responsable de la mort de 100 000 personnes, vous tiendriez à le savoir. Vous vous vengez d'eux pour ce qu'ils vous ont fait. La peur est devenue l'instrument suprême de ce gouvernement. Je veux que chacun de vous se rappelle pourquoi il a besoin de nous. J'aimerais ne pas avoir peur sans arrêt. Les peuples ne devraient pas craindre les gouvernements devraient avoir peur du peuple. C'est précisément ce qu'il veut. Le chaos. Souviens-toi du 5 novembre. Donc voilà, ça donne un peu une idée de quoi je parle. Et là où je veux lier un peu tous ces événements-là, c'est vraiment dans l'idée du souvenir. En fait, c'est comme le cite dans son article Paul-Éric Blanc-Rue, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir, c'est que les gens se souviennent, oui, mais de quoi? Et c'est là où ça devient plus intéressant. Je ne sais pas, c'est un peu notre démarche un peu journalistique, c'est de plus on pousse notre recherche loin et plus on s'évade dans des... On essaie d'être objectif, mais on s'en va dans un domaine qui est beaucoup plus vague, plus vaste. Et donc les opinions, on ne peut plus vraiment s'arrêter vers des vérités ou des réalités qui sont vérifiables à 100%. Mais c'est là où justement ça devient intéressant, c'est que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Tout à fait. Et ça donne une vision même qu'on peut transmettre à nos enfants d'une réalité qui, on l'espère, peuvent retenir quelque chose pour aller de l'avant avec ça. Et justement, je crois que c'est important, la dernière phrase que tu as dit, de le transmettre à nos enfants. Donc, c'est de transmettre ce souvenir-là aux enfants et surtout leur envoyer un message clair de ne pas répéter les erreurs de nos ancêtres, malgré tout le respect qu'on leur doit. Effectivement. Ouais. Et je dirais même, pour appuyer un peu, comme on a vu dans l'extrait, l'erreur, malheureusement, n'est pas répétée par... c'est sûr que c'est souvent un gouvernement qui va prendre une décision et qui va emmener ses enfants à faire à une certaine guerre. Puis quand on regarde les schémas qui se passent aujourd'hui beaucoup, c'est un peu le processus qui se fait à chaque fois. Et le fait que les Canadiens soient venus nous aider, soient venus aider les Français, les Américains entre autres aussi, ont donné de leur vie, c'est sûr que si un de ces anciens combattants était passé à une gouvernance quelconque, je veux bien parier que cet homme-là aurait tout fait pour ne pas répéter que pendant sa gouvernance, on répète une guerre. Tout à fait. Surtout l'avoir vécu profondément à la base, comme tu disais tout à l'heure, c'était envoyé comme des chairs à canon un petit peu. Ouais. Mais ce n'étaient pas les décisionnaires. Les décisionnaires, souvent, et c'est ça qu'on met un petit peu en avant dans ce genre de documentaire, c'est on sert des causes, mais elles ne sont pas forcément liées aux hommes qu'on envoie. Ça ne vaut pas la chair, ce qu'on appelait la chair à canon à l'époque. Et il faut le dire, tous ces faits historiques, c'est vraiment une matière à réflexion profonde sur nos
idéologies et nos valeurs profondes en tant que Effectivement, société. ouais. Oui. C'est qu'est-ce qu'on veut, nous, effectivement. Pour l'avenir de nos enfants, qu'on aime sans égal. Hein? Voilà. Donc, ça conclut ce sujet-là. Ben oui, en fait, voilà. Puis je crois qu'on va finir sur une note un peu plus positive et joyeuse. Oui, oui, oui. On Bien que la recherche ouais. de connaissances, c'est toujours très intéressante. Hein. Oui, mais ça a été très, très, très instructif, mais il reste que moi, reste... c'est un peu un mois qui me traumatise un peu. Et puis, lorsqu'on parle de sujets comme ça me rappelle toujours certains films que j'ai vus qui essaient de relater ces faits historiques-là. Puis même les films étaient traumatisants, fait que j'imagine... J'arrive pas, c'est impossible de s'imaginer ce que ces gens-là ont vécu. Non, c'est impossible, mais ça devait être mais très, très content d'être... Ouais. Oui, on peut comprendre, on peut comprendre mais très content de vivre à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et lorsqu'on parle, hein, il y a encore de la guerre dans le monde aujourd'hui, donc, comme tu le dis, c'est loin d'être terminé. Ouais. Puis où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Effectivement. Oui. Bah donc, oui, je voulais terminer ouais. sur une petite touche juste pour préciser qu'il va y avoir un marché de Noël à Val d'Espoir. Je crois que c'est la 2e édition. Donc, je pense que j'ai participé comme ça à la réunion des bénévoles qui sont prêts à répéter l'événement parce qu'ils ont bien aimé ça apparemment l'année passée. Je ne sais pas si toi, tu avais été l'année dernière, je ne crois pas, pour Val d'Espoir, on n'était pas là, mais on va peut-être se faire un devoir d'y être. J'imagine que tu vas donner les dates et l'endroit et tout. Ben, ça va se passer, je crois, aussi, comme l'année passée, sur le terrain de l'école, en face de l'école de Val d'Espoir. Et c'est la 2e fin de semaine de décembre. Alors, si je ne me trompe pas, ça tourne autour, c'est le 8. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est à l'extérieur? Oui, comme l'année passée. Avec, c'est spécial comme formule. Il y a un grand feu, il y a des guichets. C'est sûr qu'on n'était pas là. On a vu un peu, il y a des bénévoles qui nous ont construit des kiosques en bois. C'est déjà, ça se prépare tranquillement. Et puis ça va être prêt au cas où il fasse un peu froid aussi. Là. Bon. Mais bon, on ne s'attend pas quand même à des -20 à cette époque-là de l'année. Non, c'est sûr. On ne sait jamais. C'est une belle formule là, de faire ça à l'extérieur. Là, ça doit vraiment donner un cachet particulier. Oui, en espérant qu'il y ait un peu de neige. Il va y avoir de quoi manger, de quoi boire. Ça va être, et beaucoup d'activités organisées aussi, entre autres avec les artisans qu'il va y avoir sur place. Bon, c'est très bien. Alors, une belle invitation à la population de l'ensemble de la MRC Rocher-Percé, 2e fin de semaine de décembre. C'est à Val d'Espoir que ça va se passer. Donc, je te laisse le mot de la fin pour la revue de presse de cette semaine, Marc. Ben oui, en fait, oui. Je pourrais... J'ai oublié, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Je voulais citer tout à l'heure une phrase d'un historien qui parlait justement de ce fameux monsieur Robert Forisseau qu'on a vu tout à l'heure dans l'extrait. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ce documentaire est accessible, gratuit et libre de droit pour consulter sur Internet. Il dure à peu près 1h30 et c'est une source d'information qui est incroyable pour les gens qui veulent justement se remémorer avec une façon que je trouve très intéressante, qui est racontée aussi beaucoup par les gens qui ont vécu ces moments difficiles-là. Et en fait, il dit, je dirais que d'une certaine manière, donc le fameux monsieur Forisson et d'autres, sans l'avoir voulu, nous ont rendu service. Ils ont soulevé des questions qui ont eu pour effet d'engager les historiens dans de nouvelles recherches. Ce qui est toujours intéressant parce que moi, je me souviens à l'école, même en France, à cette époque-là de l'année, et même à d'autres périodes de l'année où il y a eu des armistices, dans nos livres d'histoire, on nous rabâche souvent la même chose. Et moi, c'est en parlant, comme je disais tout à l'heure, avec mes grands-parents, que j'ai élargi un peu plus un champ de vision sur ce sujet-là, en ayant un peu une réalité de gens qui vivaient l'événement. Directement sur le terrain, oui. Et donc, ils ont obligé à rassembler davantage d'informations, à réexaminer les documents et à aller plus loin dans la compréhension de ce qui s'est passé. Donc, c'est peut-être ça le point clé. On parlait de se remémorer, mais ça permet d'aller plus loin en ayant une compréhension plus objective de ce qui s'est passé. Voilà. Bien, encore une fois, cette semaine, une revue de presse très intéressante. Est-ce qu'on peut dire qu'on se donne encore une fois rendez-vous la semaine prochaine? Ah bah oui, j'aimerais ça si je ne suis pas bloqué sous la neige. Bon, bien, au plaisir de se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci, Marc. Mesdames, Messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici, cette semaine, nous recevons en studio M. Bernard Demers, médecin de famille et président du comité de prévention des infections à l'hôpital de Chandler, ainsi que Mme Doris Smith, coordonnatrice en prévention des infections au centre de santé Rocher-Percé ou hôpital de Chandler, l'un ou l'autre, je crois que les gens ciblent bien l'endroit. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au studio de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien.
Donc, on parle vraiment d'une campagne de vaccination qui est maintenant en branle à l'heure où on se parle. Et le but de l'entrevue d'aujourd'hui, c'est sensibiliser les gens sur l'importance de cette vaccination-là. C'est bien ça? Oui. Tout à fait. Alors, peut-être débuter en expliquant aux gens à la maison plutôt, à quoi ça consiste la grippe et quelle est la différence entre la grippe et le rhume, là, pour que les gens comprennent bien. Oui, en fait, je pense que c'est important de faire la différence parce que c'est souvent mêlé la grippe et le rhume. La grippe, à la différence du rhume, va se présenter surtout avec de la fièvre, avec une atteinte de l'état général, avec une fatigue importante. Puis, c'est causé par un virus, le virus de l'influenza, qui va circuler à chaque année. Au contraire, le rhume va être se présenter surtout par un mal de gorge, par une légère atteinte de l'état général et une légère toux. Sauf que l'état ne sera pas aussi important que dans la grippe. Et la vaccination qui est en branle à l'heure où on se parle, c'est vraiment contre la grippe, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis on pourra voir tantôt avec certains mythes que des gens croient parfois que la vaccination va prévenir contre toutes les infections. Mais ce n'est pas le cas. Non. Mais de toute façon, un peu plus tard, on va éclaircir ce point-là. Donc, pourquoi la vaccination? La vaccination, c'est la méthode la plus efficace pour limiter la transmission du virus de l'influenza. C'est ce qui permet de nous protéger, de bâtir notre système immunitaire pour être capable de faire face à ce virus-là. Et justement, la vaccination, elle peut protéger, mais à condition qu'on a un bassin de population qui se fasse vacciner. Donc, c'est une solution qui a fait ses preuves. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce vaccin-là pour ceux qui ont le courage d'y aller, non? Bien, je pense que ça ne demande pas nécessairement beaucoup de courage. Ah, pour certains, là, souvent, juste la piqûre, là, c'est une épreuve en soi. Là. En fait, pour la grande majorité des gens, la vaccination va être très bien tolérée. Les effets secondaires principaux qu'on va revoir, c'est des rougeurs au site d'injection, une douleur, un peu de gonflement qui va être là la journée qui suit la vaccination. Les effets secondaires comme des allergies au vaccin sont très rares et les effets secondaires plus sérieux sont très, très rares. Et d'une manière ou d'une autre, il faut avoir confiance aux professionnels qui font l'acte en soi. Et puis, c'est des gens d'expérience. Et puis, lorsqu'il peut y avoir des petites complications, bien, c'est des gens compétents qui sont en place. Et puis, ça se fait selon un protocole bien établi. Oui. Et puis, c'est pas on rentre et on sort et puis c'est terminé. Il y a une période d'attente. Tout à fait. Il y a un questionnaire prévaccinal qui est complété pour chaque personne qui est vaccinée, où l'infirmière va vérifier justement si la personne peut avoir des allergies qui fait en sorte qu'elle ne peut pas recevoir le vaccin. Et le questionnaire est complété systématiquement pour toutes les personnes. Puis à ce moment-là aussi, lorsque la personne a des craintes, elle peut poser des questions aux infirmières qui vont pouvoir répondre à toutes les questions. Maintenant, on va peut-être faire un petit jeu, parler de quelques mythes et réalités par rapport à l'aventure du vaccin en soi. Alors, est-ce que le vaccin, lorsqu'on le reçoit, est-ce que lui peut nous donner la grippe? Le vaccin ne peut pas donner la grippe parce que le vaccin est constitué d'un virus qui est mort. En partant, on ne peut pas avoir la grippe par la vaccination. Donc, il n'est pas simplement affaibli, il est carrément mort. Il est carrément mort. Bon, mais par contre, il envoie une espèce de message, si on veut, dans l'organisme pour qu'on puisse développer des anticorps et combattre le virus qui, lui, peut être en circulation et bien vivant. C'est ça le principe. Est-ce que le vaccin peut affaiblir mon système immunitaire? Non, c'est souvent quelque chose qu'on entend. Par contre, au contraire, le vaccin est là pour bâtir notre système immunitaire. À force qu'on s'expose à ces vaccins-là, qui sont des virus morts, notre corps développe des anticorps. Il garde en mémoire à long terme certains anticorps face à ces virus-là. Et lorsqu'on est exposé à ces virus-là, notre corps est prêt à y faire face. Au fond, c'est une façon de mieux combattre nos adversaires, disons. Tout à fait. Est-ce que ce vaccin-là nous protège contre l'ensemble des virus qui existent et l'ensemble des bactéries qui existent? Le virus, c'est-à-dire le vaccin, il est constitué du virus de l'influenza qui est en circulation. Ça, uniquement de l'influenza. C'est pas garanti qu'on ne prendra pas la grippe à 100%, c'est pas une raison pour arrêter de se faire vacciner à vie si tel est le cas. Pas du tout. On peut développer un rhume, comme tous les virus passagers, mais là, on ne parle pas d'un simple rhume. Là. On parle vraiment de l'influenza,
de la grippe influenza. Beaucoup plus grave et qui Beaucoup peut avoir plus des grave, conséquences oui. beaucoup plus Tout à graves. fait. On l'a mentionné. Surtout pour les personnes à risque, hein, parce qu'il y a quand même ceux qui ont des maladies chroniques, les diabétiques, des choses comme ça. Oui, la campagne de vaccination cible ces gens-là en Personnes priorité. âgées, C'est-à-dire jeunes exactement enfants, les gens en haut de 65 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont plus à risque de développer des complications de l'influenza, soit des pneumonies, par exemple. Les jeunes enfants, les enfants de 6 mois à 23 mois sont ciblés comme une clientèle étant plus à risque de développer des complications. Donc, ça demeure important de faire vacciner cette clientèle-là en priorité. Si je suis une personne qui a plusieurs allergies, quelles qu'elles soient, est-ce que c'est dangereux pour moi d'aller me faire vacciner? Pas du tout. Pas du tout, parce que les allergies que vous faites ne font pas partie des constituants du vaccin. On ne vaccinera pas une personne qui a développé de l'allergie avec le constituant du vaccin, qu'on appelle le thumérosal. Il y a certains constituants, mais quelle que soit l'allergie, et même si c'est plus propice pour vous de recevoir le vaccin, parce que si vous êtes porté à faire des allergies, votre système immunitaire peut faire en sorte que vous êtes plus sujet à développer une infection respiratoire, exemple, puis à avoir des conséquences plus graves si vous contractez l'influenza. Donc, le message principal de notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre à la population l'importance de se faire vacciner et surtout que, en quelque sorte, c'est un peu un geste de solidarité pour combattre cette fameuse grippe-là, qu'on aimerait bien enrayer de façon définitive, mais malheureusement, elle est là et elle va être présente encore probablement pour l'éternité. Mais ce qu'on veut bien comprendre, c'est que plus il va y avoir de gens qui vont se vacciner, plus les gens vont être solidaires à cette action-là de se faire vacciner, plus on risque de mieux se protéger et qu'on se donne des meilleurs outils pour faire face à cette foutue grippe-là. En fait, en effet, la campagne de vaccination, c'est vraiment un effort de solidarité de notre population. Puis plus le bassin de population vaccinée va être grand, mieux va être protégée notre clientèle plus vulnérable, c'est-à-dire nos gens qui ont une maladie chronique et nos enfants. Et chacun a un proche qui est concerné. Donc, je pense que c'est important de se faire vacciner. Donc, en terminant, peut-être rappeler les endroits et les dates où va avoir lieu cette fameuse campagne de vaccination pour que les gens, naturellement, puissent s'y rendre. Oui, tout à fait. Le CLSC Chandler, nous avions débuté le 1er, le 2, le 3, le 4, le 6 novembre. Ça se poursuit le 8 novembre. C'est au CLSC de Chandler. Au Centre communautaire de Cap d'Espoir, c'est le 7 et le 14 novembre. Et c'est toujours de 9h à 16h30. À la salle multifonctionnelle de Gascon, c'est le 9 et le 12 novembre, de 9h à 16h30. Par la suite, si on doit prolonger les journées de vaccination, l'information va être transmise par la radio ou on peut encore communiquer au CLSC au 418-689-2572. Ils pourront vous donner l'information nécessaire. Bien important de savoir aussi qu'on se présente et on attend notre tour. On ne peut pas prendre rendez-vous à une heure fixe. Non, mais il faut quand même avoir la carte d'assurance maladie. Oui, c'est bien de le Puis, on doit prévoir aussi un vêtement adéquat, qui dégage l'épaule, tout à fait, parce que c'est à l'épaule qu'on vaccine. Moins possible de saut de skidoo pour aller se faire vacciner. Tout à fait. Mais je vous remercie beaucoup de votre présence à l'émission. C'était très intéressant, puis ça va peut-être avoir permis aux gens à la maison de mieux comprendre l'importance de se faire vacciner. Qui vous remercie. Au plaisir de se revoir. Au revoir. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Le sujet de cette semaine, le corps humain, est toujours en notre compagnie, la réalisatrice et animatrice de cette capsule divertissement, Mme Josselle Couvier. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Le corps humain, c'est toute une machine. C'est toute une machine. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder 3 petits sujets, 3 mini-capsules. Je vais commencer avec le bâillement. Alors, pourquoi on bâille? C'est quelque chose que l'être humain fait assez régulièrement. On parle de 5 à 10 fois par jour. Puis, il n'y a pas seulement l'être humain, il y a les mammifères, la plupart d'entre eux, en fait, sauf les cétacés et les girafes, mais on ne les a jamais vus bâiller. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le font pas. Il y a les bébés qui bâillent et il y a les fœtus aussi qui bâillent. C'est contagieux, hein? C'est contagieux et je vous dirais là, que les gens vont voir des images. Je vous jure qu'à chaque fois que j'allais chercher des images, bailler. Moi, oui. Oh oui, j'entends, là, je fais vraiment des efforts pour ne pas bailler dans le moment. Donc, pourquoi on baille? Pourquoi on baille? Bien, ça peut être un signe d'ennui, ça peut être un signe de fatigue, ça peut être parce qu'on a faim, ça peut être aussi parce qu'on digère.
Donc, il y a différentes raisons. Évidemment, ça peut être parce qu'on voit quelqu'un bâiller. Et je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Donc, les étapes du bâillement, bien évidemment, on va faire une longue inspiration. On va arrêter de respirer. C'est assez bref, on ne va pas trop s'en rendre compte. Puis, il y a certaines personnes que ça peut arriver qu'il y ait des larmes qui coulent. Donc, ça dépend des gens. Puis après ça, bien, lors de l'expiration, on va avoir vraiment un sentiment de bien-être. Il y a un problème, une maladie qui fait que tu bailles, mais tu n'as jamais l'espèce de satisfaction, tu bailles comme à moitié. Il paraît que c'est assez frustrant comme problème. Puis il y a des gens aussi qui, soit qu'ils arrêtent de bailler pour différents problèmes, soit qu'ils baillent tout le temps, ou soit qu'ils se décrochent littéralement la mâchoire. Hey. L'expression, là, c'est vrai, mais c'est assez rare. C'est comme éternuer, hein? Quand tu ne réussis pas à aller jusqu'au bout, c'est un peu frustrant. Exactement. Oui. Les causes de ça, bon, on ne s'entend pas, on n'est pas encore certain sur toutes les causes, mais on en a identifié quelques-unes. Ça nous aide à rester vigilants. Si on est un peu fatigué, on s'ennuie, ben, en baillant, on dirait qu'on reprend le tonus musculaire. Ça va ouvrir aussi les voies aériennes. Normalement, lorsqu'on se réveille, on va bailler justement parce que les voies aériennes vont devenir jusqu'à 4 fois plus grandes. Ah oui. Donc, ça permet, si on veut, de repartir la machine. Le corps humain va repartir. On va démarrer l'ordinateur. On va être bon pour le reste de la journée. On parle aussi de refroidir le cerveau. Oui, ça serait une des raisons qu'on pourrait bailler. C'est sûr qu'à moins 40, c'est un bicycle à gaz. Quand tu bailles, il fait fret. Très bon exemple. Ensuite, on parle d'un langage non-verbal. Bon, c'est sûr que si on s'ennuie, on peut transmettre à tout le monde qu'on s'ennuie parce qu'on va bailler devant tout le monde. Chez les singes, le mâle va souvent bailler avant et après l'acte. D'ailleurs, si on castre un mâle, souvent il va arrêter de bailler. Bon. Donc, chez les animaux, il y a comme un rôle avec la virilité, si on veut. Et pour les êtres humains qui veulent régler le problème, on se fait castrer, tout simplement. Exact, c'est ce que j'allais dire. Ensuite, pourquoi on baille quand on voit quelqu'un? Mais comme je le disais, c'est pas tout le monde. Moi, je suis très, très sensible à ça. C'est 50% des gens à peu près. Que si tu vois quelqu'un bailler, tu vas bailler. Ou même si tu entends parler de ça, et on a réalisé que c'est pas seulement l'aspect visuel, parce que les aveugles peuvent bailler si quelqu'un d'autre baille. Donc, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Puis, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on baille? Bien, ça va activer les lobes frontaux du cerveau. Ça, les lobes frontaux, c'est là-dedans qu'il y a l'empathie et puis qu'il y a l'imitation. Donc, on comprend qu'on imite les autres. Relié. Puis au niveau de l'empathie, on a réalisé que plus les gens sont empathiques dans leur personnalité, plus ils vont bailler. Mais ce n'est pas une règle à 100%. Bon. Donc, pourquoi? Ben, si on voit que quelqu'un est fatigué, si quelqu'un s'ennuie, ben, on va vouloir lui démontrer qu'on est empathique avec lui, comme si on verrait quelqu'un pleurer. Ah bon? Oui. Moi, je vends de la publicité. Des fois, mes clients ils ont tendance à me bailler au visage. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, ma vente n'est pas bien intéressante. Changer la musique. Il peut y avoir d'autres raisons aussi. Ça peut être, par exemple, parce que on a besoin d'oxygène. Puis on parle quand on parle du bâillement, c'est quelque chose qui est présent chez l'être humain depuis des millions d'années. Donc, c'est quelque chose qui est sûrement utile si c'est resté. Par exemple, si quelqu'un manque d'oxygène, je ne sais pas, pour X, Y, Z raison, il va avoir tendance à bailler. Pourquoi les autres vont répliquer? Une des théories, c'est que les autres se disent, ben s'il manque d'oxygène, probablement que moi aussi j'en manque parce qu'on respire le même air. C'est le même principe avec le vomissement. Pourquoi lorsque quelqu'un vomit, souvent dans la salle, il y en a 2, 3 qui vont se mettre à vomir? C'est que anciennement, nos ancêtres, l'homme de Néandertal, ben lorsqu'ils mangeaient quelque chose de toxique, ils se mettaient à vomir. Et les autres, c'était comme un réflexe de survie, de vomir aussi, parce que probablement qu'ils avaient mangé la même chose. Ah bon. Donc, c'est un peu la même chose qui se passerait avec le bâillement. Puis, pour finir sur le bâillement, pourquoi on met la main devant la bouche? C'est que, selon les Incas, c'était une façon d'empêcher notre âme de sortir. Ah bon. Puis il y avait d'autres peuples, comme les Indiens aussi, qu'eux croyaient que si on ne mettait pas la main devant la bouche, lorsqu'on ouvrait la bouche pour bailler, il y a des mauvais esprits et même le diable qui en profitait pour rentrer à l'intérieur de nous. Donc, c'est la raison. Très intéressant. Ensuite, un autre petit sujet. Maintenant, je vais parler des sourcils. À quoi servent les sourcils? Ça a l'air bête comme ça, mais j'ai dit, ça doit servir à quelque chose.
Évidemment, c'est pour exprimer les émotions. C'est quelque chose aussi qui nous a servi au cours de l'évolution, d'être capable d'exprimer nos émotions à distance. Les gens, il y a une nouvelle mode maintenant, c'est de se raser les sourcils pour ne plus exprimer d'émotions. En tout cas, mode assez douteuse personnellement. C'est aussi quelque chose, les sourcils, qui va aider à la séduction, un peu comme d'autres attributs physiques. Qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça sert de gouttière. Lorsqu'on a de la sueur, lorsqu'il pleut, les gouttes de pluie vont ruisseler autour des sourcils, puis un peu comme une gouttière, vont aller en dehors des yeux. Ça, c'est important. Il y a très longtemps, encore une fois, les hommes des cavernes, lorsqu'il pleuvait, c'était important de fuir un prédateur, c'était important d'être capable de voir et aussi d'être capable de trouver un refuge facilement sans avoir la vue embrouillée. C'est la raison pour laquelle plus ça va, plus les êtres humains ont des sourcils assez fins. Vous allez voir une image, si on compare avec l'homme de Néandertal, il y a quand même une différence importante. Puis ça va pour la même chose pour la pilosité qui diminue avec le temps parce qu'on est loin du mode de vie de l'homme des cavernes aujourd'hui. Ensuite, dernier petit sujet. Pourquoi lorsqu'on mange de la crème glacée ou de la slush, le cerveau gèle? On a tous expérimenté cette sensation plus ou moins agréable. C'est une réaction de défense. Lorsqu'on mange, par exemple, de la crème glacée, on a le palais mou. Les gens vont voir une image à l'écran. C'est que lorsque quelque chose de très froid va atteindre le palais mou, là, ça envoie un influx nerveux au cerveau, que le cerveau interprète ça comme quelque chose de dangereux pour nous, parce que la température baisse. Puis le cerveau, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un apport de sang élevé au cerveau. D'accord. Un apport de sang élevé au cerveau, ça veut dire une pression importante dans le cerveau, ce qui va faire une migraine. Donc, lorsqu'on a une sensation d'espèce de cerveau qui gèle, c'est une migraine qu'on expérimente qui va durer quelques secondes à quelques minutes. Pour les gens migraineux, ça peut être quelque chose qui est à éviter parce que ça peut leur faire démarrer une migraine qui peut durer des heures. Pourquoi c'est pire avec la slush? C'est qu'avec la slush, qu'est-ce qu'on fait? On aspire avec une paille un liquide et on l'aspire directement dans le palais mou. Tandis que si on prend le temps de prendre, la crème glacée, on prend le temps de le réchauffer un petit peu dans la bouche, lorsque ça va atteindre le palais mou, déjà, ça va être moins froid, puis le cerveau va moins l'interpréter comme quelque chose qui peut être dangereux pour le corps et moins le rejeter. C'était ma petite chronique de la semaine. Encore une fois, cette semaine, une capsule très, très intéressante et instructive. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on se laisse sur un extrait de l'émission qui sera diffusée le 23 novembre prochain sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Une émission sur la sensibilisation à la violence envers nos aînés, émission préparée par la table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées. Alors, je vous laisse regarder un court extrait et je vous donne rendez-vous vendredi de cette semaine pour regarder cette émission en primeur. Excellente émission aussi qui a été faite en collaboration avec le Centre Action bénévole Gascon-Percé. Et en terminant, je vous rappelle l'importance de jouer à votre bingo du dimanche, tous les dimanches à 12h30 sur votre canal communautaire. C'est grâce à ce bingo qu'on arrive à financer l'ensemble des émissions qu'on vous présente sur le canal communautaire. 1 500 $ en prix chaque semaine, 2 $ la carte. Alors, c'est une invitation à toute la population de la MRC du Rocher-Percé. Là-dessus, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Je suis bien chanceuse, pareil. À bien y penser, là. Je suis chanceuse, oui. Ah ben, regardons ça comme il fait beau dehors aujourd'hui. Oui, il fait beau soleil, le vent a l'air doux. C'est bien de valeur, je ne peux pas y aller. Ah, mais ça fait rien, ça fait rien. Je suis chanceuse, pareil. Oui. Je dis ça que je suis chanceuse, hein, parce qu'hier après-midi, je regardais une émission à la télévision là, où on parlait de la violence faite aux personnes âgées. Oh ben,
La violence faite aux personnes âgées. Mais voyons donc. Ça existe pour vrai, ça. Ah, ben. Ça a l'air, là, il paraît, là, qu'il y a des petits vieux puis des petites vieilles, là, qui ont bien de la misère. Par rapport qu'ils se font brasser. Puis pas mal fort à part de ça, là. Ben, j'en reviens pas. Non, j'en reviens pas. Non. Puis paraît, là, qu'il n'y a pas personne qui s'en occupe, qui s'en aperçoit de ça. Non, ça ne paraît pas en tout. Ben, j'en reviens pas. C'est quasiment pas croyable. Non. Puis on parlait de même qu'il y avait 2 sortes de violence. Ah, ben. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. À la télévision, à part ça. Oui. Il y a 2 sortes de violence. Bien, ils ont dit de même là, qu'il y avait la violence physique. Celle là, qui fait mal au corps.